Bonjour à tous. Donc moi, je suis Amandine Ferru, je suis une toute jeune médecin en médecine générale et l'étude qu'on va vous présenter avec Mathilde Giffard, c'est ma thèse d'exercice. Donc, je suis Mathilde Giffard, donc je suis médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs au CHU de Besançon. Et donc, j'ai encadré Amandine pour son travail de thèse. Donc, on va vous présenter cette étude, ce projet de recherche qui, s'intitule Construction et évolution du souhait de lieu de fin de vie et de décès des patients atteints d'un cancer en phase avancée. On s'est surtout intéressé aux interactions avec les professionnels de santé et les proches dans ce processus de décision. On profite de ce petit moment pour remercier Florence Mathieu-Nico, Léon Bruyot et Florence Epins qui ont travaillé avec nous pour la réalisation de cette étude. Un petit mot d'introduction pour commencer. Nous sommes partis du constat suivant, et que vous connaissez tous, vous qui travaillez sur les souhaits de fin de vie des patients. En France, une majorité de personnes en bonne santé souhaitent passer leurs derniers instants à domicile. Alors que ce qu'on remarque, c'est que plus de la moitié des décès se déroulent en milieu hospitalier. Et depuis plusieurs années, les cancers représentent environ un quart des décès, ce qui en fait la première cause de mortalité en France et ce qui explique la population que nous avons choisi d'étudier. Pour tenter de comprendre cette contradiction entre le souhait et la réalité des faits, nous sommes intéressés au moment où les patients quittent leur domicile pour rejoindre l'hôpital, quand c'est une trajectoire de fin de vie qui leur correspond. On s'est surtout intéressé à l'étude de Sophie Pennec et de ses collaborateurs, qui a étudié les trajectoires de fin de vie au travers d'une étude qui a interrogé les médecins signataires de certificats de décès survenus en décembre 2009. Donc ça commence à remonter un petit peu, mais elle est assez intéressante puisqu'ils allaient interroger les médecins généralistes le plus souvent qui signaient les certificats de décès et cherchaient à savoir où étaient les patients 28 jours avant leur décès, une semaine avant et la veille de leur décès. Cette étude, elle met en évidence différents résultats, et notamment qu'au cours du dernier mois de vie, le nombre de personnes hospitalisées double. Et puis, donc, c'est les courbes bleues sur la figure. Et puis, le deuxième élément, c'est que seulement la moitié des personnes décèdent dans le lieu où ils ont passé leur dernier mois de vie. Donc, ça laisse penser qu'une trajectoire de fin de vie mixte du domicile vers l'hôpital est tout à fait envisageable et même fréquente. Ce qui est également connu dans la littérature, ce sont les facteurs qui influencent le maintien à domicile en fin de vie. Et ce qu'on retrouve habituellement du côté des facteurs favorisants, ce sont par exemple des soins adaptés à domicile, donc des équipes qui sont présentes et des proches également, des aidants qui sont là en nombre pour aider le malade. Et ce qu'on retrouve également, c'est une altération progressive de l'état général. La complication aiguë va fréquemment entraîner une hospitalisation en fin de vie. Concernant les facteurs limitants, du côté des aidants, eh bien, ce qu'on retrouve, c'est le manque de disponibilité. On peut imaginer que le médecin traitant n'est pas entièrement à l'aise avec cette prise en charge, donc n'est pas disponible. Et c'est l'absence d'aide extérieure. Hein. C'est un petit peu le miroir finalement des facteurs favorisants. Côté médecin traitant, donc il est souvent mentionné soit un manque de moyens, un manque de temps, un manque de rémunération, ainsi qu'un manque de formation de ces professionnels. Et évidemment, la relation ville-hôpital est parfois difficile et peut compliquer le maintien à domicile. Alors, ce qui peut favoriser ce maintien à domicile, c'est évidemment d'aller poser la question. Donc, aller poser la question aux patients. Et c'est là où la littérature est intéressante, puisque quand on interroge les médecins, ce qu'ils vont dire, c'est j'attends en gros que mon patient me pose la question ou aborde le sujet. Et quand on va voir du côté des patients, ils nous disent j'attends que mon médecin aborde le sujet. Donc chacun attend de son côté. Et finalement, la discussion n'a pas lieu, ou rarement. Et dans la littérature, on retrouve des études qui disent que dans un tiers des cas, le lieu de fin de vie, donc de décès souhaité, n'a pas été abordé et même n'est pas connu des élus. Alors,
Évidemment, si cette question n'est pas abordée, il va être difficile d'aller travailler sur le lieu de fin de vie. Et c'est ce que Régis aussi a abordé tout à l'heure, c'est que ce souhait, effectivement, peut également changer au cours du temps. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a eu des changements. Alors, il y en a peu, hein, c'est des études plutôt de rétrospectives sur dossier où il y a des éléments qui pourraient faire penser que le patient a changé d'avis au cours du temps. En revanche, quels sont les éléments qui peuvent aller motiver ce choix ou ce non-choix? Pour le coup, c'était à notre avis pas tout à fait clair et ça a été le sujet de cette étude, avec donc comme objectif principal d'aller essayer de mieux comprendre comment se construisait et comment évoluait ce souhait de lieu de fin de vie et de décès, hein, donc des temps séparés, chez les patients spécifiquement atteints d'un cancer en phase avancée pour un premier temps. Et effectivement, l'objectif secondaire de l'étude était d'aller s'intéresser plus particulièrement aux interactions entre le patient, ses proches et les professionnels de santé qui l'entourent dans la construction de ce souhait et la réalisation de ce souhait de lieu de fin de vie et de décès. Pour répondre à ces questions, c'est le projet de recherche Where to Care qui a bénéficié d'un financement de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a permis d'y répondre. Il s'agit d'une étude qualitative par entretien semi-dirigé menée auprès de patients de 18 ans et plus volontaires parlant français, surtout atteints d'un cancer en phase avancée, en situation d'incurabilité qu'ils avaient bien compris, qui avaient été exposés par leur médecin référent et qui avaient été, d'après le médecin référent en tout cas, compris par le patient. L'objectif de l'étude, c'était de pouvoir mener au moins 2 entretiens avec chaque patient à environ 1 mois d'intervalle. Et puis chacun des entretiens avait son propre objectif. Le premier était un peu plus conséquent avec un rappel pour le patient de son histoire de vie, l'histoire de sa vie avec puis sans la maladie, sans puis avec la maladie, pardon. Et du coup, ça permettait de commencer la discussion autour du souhait de lieu de fin de vie. Et les entretiens suivants étaient vraiment centrés sur une évolution potentielle de ce souhait en fonction de l'évolution de leur statut socio-familial et l'évolution de leur maladie. Nous avons donc inclus les participants jusqu'à saturation des données et des concepts. Donc les entretiens ont été menés dans un lieu souhaité par le patient, enregistré par dictaphone. L'ensemble des données ont été retranscrites puis codées. Et ensuite, le codage a été fait pour une partie des entretiens par 2 investigateurs, mais c'est surtout l'analyse thématique conjointe qui a permis de faire émerger des concepts plus intéressants. On a composé une équipe pluriprofessionnelle, donc composée de 2 médecins, 2 psychologues et un sociologue, pour vraiment permettre une émergence de concepts grâce au regard croisé. Alors, nous voici aux résultats. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec nos collègues oncologues et les médecins du service de soins palliatifs pour participer au recrutement. 26 patients nous ont été proposés, c'est-à-dire que le nom a été comme ça donné en disant tiens, pourquoi pas ce patient pour lui proposer une inclusion. 20 d'entre eux ont été contactés, 3 ont refusé de participer, 17 ont été inclus et finalement, nous avons pu travailler auprès de 11 patients puisque 6 ont été exclus au cours de l'étude, principalement parce qu'on n'arrivait pas à avoir au moins 2 entretiens. Donc au total, il y a eu 30 entretiens réalisés, 8 patients ont pu être vus 3 fois et 3 n'ont été vus que 2 fois, surtout pour des causes de décès ou bien on va dire de fatigabilité, donc souhait de ne pas continuer plus loin. Alors, on s'est d'abord intéressé, donc c'est peut-être ce qui va rejoindre un petit peu la thématique d'aujourd'hui, c'est la place de chacun dans cette évolution et dans finalement ce souhait de lieu de fin de vie et de décès. La première personne concernée, à laquelle on s'est intéressé, c'est l'oncologue, qui reste pour les participants, donc pour les malades, le référent, le technicien, celui qui sait tout à propos du cancer, mais qui finalement n'est pas là pour aller discuter de la fin de vie ou du décès du patient. Le médecin généraliste, quant à lui, il est mis en retrait
Et on va dire qu'il est, vu en consultation, soit pour des questions administratives, soit pour des petits problèmes qui tournent un petit peu autour du malade, mais qui n'ont pas vraiment un lien direct avec le cancer. Et enfin, les proches, alors, ils sont la priorité des patients parce que ce sont les aidants principaux, ils sont au cœur de la prise en charge également, mais en revanche, ils ne participent pas à l'élaboration de ce souhait, à la construction de ce souhait, puisque les patients ont la volonté d'aller protéger leurs proches. Et donc, la décision est prise finalement, ou la réflexion est faite, c'est de l'ordre de l'intime du patient, elle est partagée avec le proche, mais il n'y a pas de co-construction. En tout cas, on ne l'a pas observé dans notre échantillon. Je suis ensuite intéressée aux représentations des patients concernant les lieux de fin de vie potentiels. Pour certains, pour tous, de toute façon, le domicile est le lieu de vie. C'est vraiment un endroit empreint de souvenirs, un endroit où ils se sentent bien. C'est le lieu de partage, de joie, de moments familiaux. Ça, c'est vraiment très décrit. Et puis, c'est un lieu aussi où ils se sentent plus libres qu'à l'hôpital. Il y a une forme de tranquillité qu'il n'y a pas à l'hôpital parce qu'il y a des soins réguliers. Et puis, voilà. En tout cas, eux, ils se sentaient plus libres à la maison qu'à l'hôpital. Pour certains, du coup, c'est le lieu de vie. La mort fait partie de la vie. Il est donc naturel que le domicile puisse être le lieu de fin de vie et le lieu de décès. Et donc, ils expriment leur souhait de pouvoir mourir chez eux. Pour d'autres, le lieu de fin de vie et le lieu de décès peuvent être différents. Ils font vraiment la distinction entre la fin de vie, qui est plutôt, comme le professeur Aubry le disait tout à l'heure, un processus. Ça dure, c'est plus long. Et du coup, le lieu de fin de vie et le lieu de décès peuvent être différents. La plupart espèrent rester le plus longtemps possible à la maison, dans les meilleures conditions possibles, mais finalement être hospitalisé en toute fin de vie pour pouvoir mourir à l'hôpital. Parce qu'au départ, l'hôpital est souvent décrit comme un lieu froid, impersonnel, un endroit où on n'est pas tranquille, comme certains le décrivaient auparavant. Et pourtant, en fin de vie, et surtout quand les patients ont des symptômes ou craignent des symptômes, il peut y avoir un côté vraiment rassurant par la présence des soignants, et puis une prise en charge qui soit vraiment adaptée aux symptômes et à l'accompagnement du patient, mais aussi de ses proches. Et ça, c'est vraiment un point important pour les patients qu'on a interrogés. Pour illustrer un petit peu ce propos, vraiment les proches, ils sont centraux dans la prise dans le souhait des patients qu'on a interrogés. Ils souhaitent au maximum les préserver. Donc, le fait de vouloir quitter son domicile pour rejoindre l'hôpital en toute fin de vie, c'était une manière de les préserver, de ne pas être un poids pour eux et éviter qu'ils deviennent des aidants qu'ils étaient déjà, mais des aidants encore plus engagés dans le soin. Et puis, il y a même certains patients qui craignaient que leurs proches n'aient pas les armes suffisantes pour vivre la fin de vie avec eux au quotidien, sans soignant là 24 heures sur 24. Et puis l'autre argument qui est avancé par les patients, c'est que mourir à l'hôpital, ça peut aussi permettre de préserver le domicile, le lieu de vie, qui doit rester un lieu de vie et qui doit le rester pour l'après, pour le moment où ils seront plus là et pour éviter que l'image de leur décès à domicile reste trop prégnant pour les proches. On en revient toujours à préserver les proches. Il y a 2 souhaits unanimes qui émergent de tous ces entretiens avec ces patients. C'est ce qu'on entend régulièrement quand même, c'est le refus d'institutionnalisation. L'EHPAD est perçu comme un mouroir, ça c'est une représentation qu'on a beaucoup eue aussi dans ces entretiens. Et effectivement, éviter le passage aux urgences, puisqu'on rejoint le côté agressif, inhumain et froid du monde hospitalier. Donc ça vraiment, ce sont 2 souhaits qui sont très très marqués dans les entretiens. Et concernant cette fois la prise de décision et son évolution ou l'évolution du souhait, étonnamment, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait 2 grandes catégories. Soit, enfin, je ne suis pas tout à fait. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas remarqué De changement à proprement parler.
dans les souhaits des patients. Il n'y en a pas un qui disait au départ je veux mourir chez moi, mais je vois que les symptômes évoluent parce que du coup, on les a vus à un mois d'intervalle, donc sur une période de 3 mois globalement. Et aucun n'a dit je vois la maladie qui évolue, je vois mon proche qui va moins bien, et du coup, je change d'avis et je préfère aller à l'hôpital pour ma toute fin de vie. Ça, on ne l'a pas constaté du tout sur notre échantillon. Par contre, on les a vus cheminer, dans le sens, les entretiens leur ont permis de se questionner beaucoup sur leurs souhaits. Et voilà, en ça, c'est le changement, entre guillemets, qu'on a pu percevoir. Donc, j'avais une slide d'avance. En fait, effectivement, on a vu deux grandes catégories concernant cette évolution du choix. Soit quand la décision est prise, elle l'est depuis très longtemps, elle est ancrée finalement dans les valeurs du patient sans qu'il puisse pour autant aller expliciter ce choix. Il n'est pas à même de mettre des mots sur ce choix, mais en tout cas, il est capable de dire que c'est extrêmement important. Soit quand cette décision n'est pas prise, finalement, la réflexion est mise à distance très longtemps, tout au long de l'évolution de la maladie. Et ce qu'on a retrouvé, ce sont des patients qui nous disent quand ça n'ira plus, eh bien, ça sera aux professionnels de me dire que ça ne va plus et d'amorcer éventuellement un transfert hospitalier. Mais surtout, je veux rester le plus longtemps possible à la maison. Mais voilà, la décision, elle appartiendra aux professionnels et pas aux patients concernant finalement la temporalité de ce transfert. Voilà pour les principaux résultats. On va faire une brève discussion, mais notamment sur la place du tiers dans la discussion. Au travers des verbatims, on a pu vous le montrer un petit peu, et puis c'est ce qu'on remarque aussi dans la littérature. L'oncologue, c'est vraiment le référent de la prise en charge du cancer, et du coup, le patient le met vraiment au centre de sa prise en charge globale. Le médecin généraliste, lui, il est vraiment plus en retrait. La littérature rapporte qu'il n'aborde pas toujours, voire très rarement, la question du lieu de fin de vie et la question de la fin de vie de manière générale avec ses patients, qui eux-mêmes ne le considèrent pas comme l'interlocuteur principal pour ça. Ça, c'est vraiment une donnée de la littérature. Malgré le développement de l'Advanced Care Planning, qui est vraiment très développé en onco, l'oncologue n'est pas non plus considéré comme un référent en termes de discussion sur la fin de vie par les patients. Et pourtant, on l'a senti au cours des entretiens, et puis c'est validé aussi par la littérature. Il semble quand même qu'un tiers extérieur puisse être le bienvenu pour discuter avec les patients et souvent pour les accompagner dans cette démarche et dans ce cheminement qu'ils font. Certains patients identifient bien les équipes de soins palliatifs comme une ressource pour parler de fin de vie et puis cheminement tout au long de leur prise en charge. Et puis enfin, la place des proches. Alors eux, c'est vraiment, ils ne sont pas du tout considérés comme une ressource pour discuter. Ils sont informés du souhait, mais le but, c'est vraiment toujours de les préserver et de leur éviter une forme de responsabilité aussi dans la prise de décision. Et donc, ce qu'on remarque, à la fois dans notre étude et puis dans la littérature, c'est que malgré quand même de nombreux interlocuteurs disponibles en face des patients, la discussion, elle n'a pas lieu. Alors du coup, ça nous a questionné, ça nous a amené à nous demander si finalement, c'était pas parce que la mort était impensable. Alors effectivement, comme le disait Régis, la mort, finalement, on ne l'expérimentera jamais. On n'en sait que ce que l'on a pu voir chez nos proches ou ce que l'on a pu lire sur la mort sans pour autant être soi-même acteur de sa propre mort et pouvoir la relater, évidemment. Donc de cela émergent des représentations. Et donc de ces représentations, ce qui va ressortir, c'est une grande incertitude. La question du quand et la question du comment est finalement centrale et peut occasionner de la peur et de l'angoisse. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nos patients avaient un besoin d'aller contrôler cette peur et cette angoisse
Et peut-être que l'un des moyens de contrôle, c'est d'aller affirmer certaines choses, comme le refus du passage aux urgences, le refus d'une institutionnalisation en EHPAD, pour essayer d'aller contrôler au maximum ce qui est contrôlable dans cette situation terrible. Et cela rejoint cette idée qu'on n'a pas tellement abordée, mais qui a été beaucoup vue dans les entretiens, c'est cette idée de la belle mort. On la retrouve dans tout ce qui concerne la fin de vie, mais elle était très marquée dans nos entretiens. Tous les patients ont dit, voilà, en gros, ce que je veux, moi, c'est une belle mort, comme ça, sans m'en rendre compte, à domicile. Et donc, tous ces moyens de contrôle sont peut-être un moyen d'essayer d'arriver à cette belle mort. Et on a pu aussi avoir certains patients qui amenaient l'idée du suicide assisté ou de l'euthanasie, toujours dans cette idée de contrôle. Et je pense qu'on a presque terminé. Alors, on arrive à la conclusion. Nous, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est cette absence de changement de souhait. On s'attendait à trouver des patients qui, au cours de l'évolution de la maladie, peut-être une progression, peut-être une mauvaise nouvelle, pouvaient changer leur souhait. Or, ce n'a pas été le cas. Et comme on vous l'a expliqué, quand la décision était prise, elle était ancrée sans pour autant être argumentée. Et quand elle ne l'était pas, le patient mettait à distance toute réflexion et se gardait cette décision pour le tout dernier moment, et peut-être même pas tout à fait pour lui, mais pour le professionnel à côté. Et donc, ça nous a fait nous poser la question, quelle place pour nous, professionnels de soins palliatifs, comment mieux accompagner nos patients? Alors certes, pour ceux chez qui la décision est prise, on va dire que c'est le côté simple du travail, puisqu'on va être dans la discussion simple avec eux, enfin en tout cas qui émerge facilement. Et pour ceux qui ne sont pas à même d'aller réfléchir à cette question, puisque ce n'est pas dans leur nature, eh bien on s'est dit que peut-être la meilleure place, c'était de leur dire qu'on serait quand même à côté d'eux, qu'on les aiderait, qu'on serait là et qu'on cheminerait peut-être avec eux à leur rythme, sans pour autant, nous, avoir cette idée du patient idéal qui est capable d'exprimer sa pleine autonomie dans cette question-là. Merci.